Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes lundi 10 mars. Bienvenue à ce journal. Le chef de l'État est en visite de travail à Conakry. C'est cet après-midi qu'il a quitté Bamako pour la capitale guinéenne. Une visite de 72 heures placée sous le signe du renforcement de la coopération entre nos deux pays, notamment dans les domaines sécuritaires et économiques. Nos envoyés spéciaux sont Ibrahima Traoré et Ibrahima Koulibaly. L'avion du président de la République s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry à 15 h. Ibrahim Boubacar Keïta est accueilli à sa descente par son homologue Alpha Condé. Le chef de l'État, accompagné de son épouse et d'une forte délégation, entame ainsi son tout premier déplacement en terre guinéenne depuis son élection à la tête du Mali. Après les honneurs militaires, le président malien et guinéen saluent les corps constitués. Ce sont essentiellement des membres du gouvernement, le corps diplomatique et plusieurs autres personnalités. Les Maliens résidant en Guinée se sont aussi fortement mobilisés pour souhaiter la bienvenue au président Ibeka. Les deux chefs d'État se sont dirigés ensuite vers le salon d'honneur pour un bref entretien. Ce tête-à-tête est suivi juste après de la toute première déclaration du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Tout lie nos deux peuples. Tout nous lie également le président Alpha et moi. C'est donc une visite d'État, mais également une visite d'amitié, de fraternité renouvelée. Et j'entame ce séjour en Guinée, à Conakry, avec beaucoup de bonheur et avec la conviction qu'au terme, nos relations bilatérales seront encore plus affermies, plus consolidées pour le plus grand bonheur de nos deux peuples guinéens et maliens. Nous venons de loin au Mali. Le président Alpha Condé et certains de ses pairs, la communauté internationale, on fait beaucoup pour qu'il en soit ici, pour que notre pays retrouve toute sa place au sein de la communauté internationale, la communauté des nations libres et démocratiques. Je crois qu'après l'élection présidentielle réussie, chacun peut en convenir, les élections législatives également qui ont suivi, toutes ces élections-là ont eu le bonheur de remettre le Mali dans la trajectoire démocratique qui n'aurait jamais dû quitter. Et nous avons également, avec bonheur, avec le concours des uns et des autres, réussi aujourd'hui à ressouder territorialement notre pays, notre peuple. Il reste cette lancinante question de Kidal, dont je dis que très bientôt, elle trouvera elle aussi une solution heureuse. Quand les frères se parlent, quand on s'écoute, quand le leadership malien est réaffirmé de la manière la plus claire, sans aucun complexe, les choses rentrent dans l'ordre. Je crois que c'est tout cela qui manquait et qui explique quelque part aussi la ferveur avec laquelle ce peuple malien m'a porté, avec l'élan que vous savez. Donc aujourd'hui, le Mali est sur le point de réussir sa réconciliation avec l'appui de tout le monde. Il reste encore des difficultés, il reste encore des velléités terroristes dans le nord de notre pays. Vous suivez l'actualité. Récemment encore, certains éléments ont été, en tout cas, mis au regard de nuire dans le nord, dans ce Tigargar qui pose des problèmes, qui a été un repère de djihadistes qui ne sont pas encore totalement anéantis. Il y a donc encore quelques actes résiduels que
les uns et les autres l'armée malienne, désormais remise au goût du jour par la formation de nouveaux bataillons. Il y a 4 qui sont déjà opérationnels qui travaillent avec la MINUSMA et Serval pour que cette région également du Nord retrouve la paix et la sécurité. Alpha Condé, de son côté, a magnifié la relation historique qui lie le Mali à son pays. Selon lui, la Guinée reçoit simplement un frère. Et vous savez, le premier président a dit que la Guinée et le Mali, c'est 2 poumons dans un même corps. Donc je reçois à la fois le président du Mali qui se bat pour l'unité du Mali, mais en même temps mon jeune frère qui m'a toujours accompagné et que je tiens à accompagner aussi. Et en sorte, nous allons nous battre pour expulser totalement le terrorisme du Mali, retrouver l'unité pour que le Mali puisse se développer au profit du peuple malien. Ce séjour du chef de l'État en Guinée sera marqué par une séance de travail entre les délégations des 2 pays, occasion pour les 2 parties de faire le point de la coopération entre le Mali et la Guinée. Il sera surtout question de sécurité et d'économie. Et justement, le président de la République saisira cette opportunité pour inaugurer avec son homologue guinéen des entrepôts maliens à Figuiadi, situés à une 40aine de kilomètres de Conakry. Les populations de Conakry se sont fortement mobilisées pour réserver un accueil populaire au président Ibrahim Boubacar Keïta. Les acteurs de la capitale guinéenne étaient noirs demandent de l'aéroport à la résidence du chef de l'État. Suivez les temps forts de cet accueil populaire avec nos envoyés spéciaux. Nos envoyés spéciaux nous signalent aussi que le président de la République a rencontré cet après-midi une forte colonie malienne vivant à Conakry. Avant de s'envoler pour la Guinée-Conakry, le chef de l'État a procédé ce matin à la cité universitaire de Kabala à la pose de la première pierre de nouvelles infrastructures pédagogiques. Dans exactement 33 mois, la cité universitaire de Kabala sera dotée de facultés, de laboratoires, d'un rectorat et d'un centre multimédia, entre autres. Coût de l'opération, 70 milliards de francs CFA, un don de la République populaire de Chine au Mali. Bourama Traoré, reportage. Une mobilisation à la dimension de l'événement. Malgré la forte canicule, les populations de Kabala sont sorties massivement pour accueillir le président de la République et sa délégation. Tout au long du trajet présidentiel, les hommes, les femmes et les enfants étaient massés pour dire merci au chef de l'État. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est venu poser un acte et pas le moindre. Le lancement des travaux de construction des infrastructures pédagogiques de la cité universitaire de Kabala. C'est un chef de l'État comblé qui a accompli les gestes symboliques. Le président de la République d'avoir droit à une explication détaillée sur le projet de réalisation des infrastructures pédagogiques. Infrastructures qui comprennent 2 phases. La première phase consiste à la construction de 7 blocs administratifs, scientifiques et académiques. Concrètement, il s'agit des facultés, des grandes écoles, du rectorat, des laboratoires et d'un centre multimédia, j'en passe. De tout pour 35 milliards de francs CFA. De quoi contribuer à combler les déficits d'infrastructures auxquels l'université de Bamako est confrontée.
On ne peut mesurer la force de l'acte de solidarité de la République populaire de Chine qu'à l'aune des besoins immenses en infrastructures d'accueil de l'université. Ces besoins sont tels que, pour près de la moitié des effectifs étudiants, les cours sont dispensés dans des immeubles mal adaptés. Immeuble Silla et salle Bakaina à Sogoninko, Hazard Center et Palais de la Culture à Badalabougou, salle de spectacle du Stade Omnisport à Médine, etc. et à grands frais, 475 millions de francs CFA par an. Les institutions de recherche ne sont pas mieux loties. Elles sont toutes hébergées dans des locaux baillés et totalement inadaptés. Il en est ainsi du Centre national de recherche scientifique, de l'Institut supérieur de formation et de recherche appliquée, de l'Institut des sciences humaines et même, depuis la crise du Nord, de l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba. La réalisation des infrastructures pédagogiques est un don de la République populaire de Chine au Mali. Pour les diplomates chinois dans notre pays, les mots ne suffisent plus pour décrire la coopération bilatérale sino-malienne. Et l'Empire du Milieu, a-t-il assuré, poursuivra et intensifiera son appui au Mali. Je vous assure que la Chine va continuer à accompagner le Mali dans sa marche en avant. Je veux qu'au Mali, comme dans tous les pays du monde, une jeunesse instruite et qualifiée demeure toujours la promesse d'une nouvelle dynamique citoyenne et de l'émergence du pays. Quant au président de la République, il a exprimé toute sa gratitude au peuple chinois pour son assistance constante, régulière et inconditionnelle au Mali. Pour Ibrahim Boubacar Keïta, les infrastructures pédagogiques, une fois réalisées, vont sensiblement améliorer les conditions de travail de la communauté universitaire. La construction des infrastructures pédagogiques de la cité universitaire de Kabbalah cadre parfaitement avec ma vision qui tente à donner notre système éducatif d'infrastructures modernes et performantes, indispensables à l'amélioration de l'environnement et de la formation et de la recherche. Je reste convaincu que cet important investissement consenti par le République populaire de Chine aura un impact certain sur la qualité de notre enseignement. Inch'Allah. Après la construction du campus universitaire si tout près, je me suis réjoui de la prochaine réalisation des infrastructures pédagogiques qui vont offrir à nos étudiants, aux enseignants et aux chercheurs toutes les commodités leur permettant de travailler dans les meilleures conditions afin d'être compétitifs dans un contexte marqué par la mondialisation. C'est pourquoi il est un devoir impérieux pour moi de remercier très chaleureusement notre partenaire de toujours, notre ami de toujours, la République populaire de Chine, qui nous offre très gracieusement un magnifique joyau. Les travaux de réalisation des infrastructures pédagogiques de la cité universitaire de Kabbalah vont durer 33 mois et mobiliseront 81 ingénieurs, techniciens, ouvriers chinois et maliens. Une autre preuve de l'amitié sino-malienne, magnifiée par l'artiste Makouaté numéro 1 à travers cette prestation en chinois. Comme la première phase, la deuxième phase du projet permettra de construire 7 nouveaux autres blocs pédagogiques et coûtera également 35 milliards de francs CFA, soit au total 70 milliards de francs CFA pour réaliser l'ensemble des projets. C'est le plus grand investissement de la Chine dans le secteur de l'éducation en Afrique, selon les autorités de l'Empire du Milieu. On n'est pas promoteur d'école qui le veut. Désormais, la création des écoles au Mali se fera conformément aux textes en vigueur. Ces mots sont du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État s'exprimait ainsi à l'occasion du lancement des travaux de réalisation des infrastructures pédagogiques de la cité universitaire de Kabbalah. Le président Keïta a également invité les acteurs de l'école au renforcement du dialogue social pour sortir notre école de la crise. On retrouve Brahma Traoré. L'ambition du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta est de bâtir le meilleur de l'avenir, à savoir la formation dans de bonnes conditions de la jeunesse malienne. Une ambition d'autant plus justifiée car sans ressources humaines de qualité et qualifiées, point d'avenir pour une nation. Ma vision est celle d'une école malienne capable de mettre en valeur notre formidable potentiel humain. Une école qui permette de nouvelles opportunités d'emploi pour notre jeunesse. Une école qui prépare notre pays
à une intégration régionale de plus en plus poussée et souhaitée. Pour faire de l'école malienne un réel espace d'éducation et d'apprentissage, le chef de l'État prône la valorisation de la fonction enseignante et des instructions ont été données au gouvernement dans ce sens selon Ibrahim Boubacar Keïta. Cela passera par la rationalisation de la gestion administrative du personnel enseignant, la modernisation des programmes d'enseignement, le développement de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement, le renforcement du partenariat avec le secteur privé en vue de l'élargissement de l'offre scolaire. Et de poursuivre que la situation actuelle de l'école malienne interpelle toutes les forces vives du pays, d'où l'invitation du président de la République à une mobilisation générale autour des préoccupations du monde scolaire. La situation dans laquelle se trouve aujourd'hui notre école, chacun le sait, me touche profondément. Elle interpelle la conscience de tout citoyen malien, qu'il soit parent d'élèves, enseignants, syndicalistes, administrateurs d'école, élèves ou étudiants. Depuis trop longtemps, la société malienne regarde sans réagir quelque part son école s'effondrer, se déliter. Et d'année en année, nous voyons le niveau baisser drastiquement. Cela est très préoccupant et nous préoccupe. Après les épreuves douloureuses que chaque Malien a ressenties au plus profond de lui, l'occasion m'est enfin offerte d'inviter l'ensemble des acteurs et partenaires de l'école à renforcer le dialogue social, le partenariat et le consensus, afin de sauvegarder l'avenir de notre jeunesse et du pays tout entier. J'invite tout particulièrement les enseignants, les élèves et les étudiants, les syndicats, ainsi que l'administration scolaire et universitaire à faire preuve de retenue, de compréhension et surtout de patriotisme pour sortir l'école de la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Un autre défi de l'école malienne, c'est la création anarchique des établissements d'enseignement fondamental, secondaire et supérieur. Sur le sujet, le président de la République n'attend pas tergiverser. L'école est une chose sérieuse. N'importe qui ne va pas ouvrir n'importe quoi pour y mettre nos enfants. Cela également sera dorénavant vu avec rigueur et extrême sérieux, car l'avenir de notre pays en dépend. Et nous devons tout venant, que cela soit très très clair. On ne pourra pas ouvrir une école qui veut, sans que les conditions et les critères pédagogiques et de qualité soient assurés. De quoi permettre à l'école malienne de retrouver ses lettres de noblesse et d'être compétitive sur la scène internationale. Et ce message de félicitations du président de la République, chef de l'État, à son Excellence M. Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya. C'est avec un réel plaisir que j'ai appris la mesure gouvernementale kenyenne permettant d'accélérer la procédure de délivrance de visa à nos compatriotes en partance pour le Kenya par les agents des bureaux de Kenya Airways à Bamako. Cette mesure de haute portée amicale permettra de renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre le Kenya et le Mali. À cet effet, je voudrais adresser au peuple du Kenya, à son gouvernement et à vous-même mes sincères remerciements pour ce geste de solidarité. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour vous réaffirmer ma constante disponibilité à consolider davantage les relations de coopération entre nos deux pays, en espérant pouvoir continuer à d'autres occasions les concertations fructueuses entamées à marge du 3e sommet afro-arabe de Koweït City. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération, signée Ibrahim Boubacar Keïta. Place de la République, les élus de la nation ont procédé ce lundi à la nomination des députés qui représenteront le Parlement malien dans les organismes sous-régionaux, notamment la Haute Cour de justice, le Parlement de la CEDEAO, le Parlement panafricain et le CIP-UEMOA. La désignation a donné lieu, comme le stipulent les textes de l'Assemblée, à un vote secret. Le vote est intervenu à l'issue d'une large concertation entre les différents groupes parlementaires. Mohamed Diarra a suivi la séance plénière.
Journée de lundi très mouvementée à l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de la séance plénière portait sur la nomination personnelle dans les différents organismes sous-régionaux. Il s'agit de la Haute Cour de justice, du Parlement panafricain, du Parlement de la CEDEAO et du Comité interparlementaire de l'UEMOA. Prévu pour 10 heures, c'est finalement à 12h30 que le président de l'Assemblée nationale fait son entrée dans la salle pour demander une suspension. Nous allions encore à une suspension, simplement parce que les concertations entre les groupes ne nous permettent pas, à l'état actuel, de tenir la plénière. On va suspendre jusqu'à 15 heures, ce qui, à mon avis, permettra de planifier à un certain niveau pour qu'on ait une plénière quand même qui soit heureuse, si vous voulez. La reprise intervient à 15h30. La pomme de discorde entre opposition et majorité se soutient au niveau des nominations au Parlement de la CEDEAO et du Comité interparlementaire de l'UEMOA. Les tractations ont finalement abouti à un consensus général. L'opposition a adressé une correspondance au président de l'Assemblée nationale, dont voici la teneur. Comme faisant suite à votre rencontre avec les présidents des groupes parlementaires ce lundi 10 mars 2014 dans vos bureaux, j'ai le plaisir de vous confirmer au nom du groupe Vigilance républicaine et démocratique les points d'accord sur les nominations personnelles comme suit. L'acceptation des désignations du groupe VRD au niveau de la Haute Cour de justice et du Parlement africain. La poursuite des mandats de 2 députés du groupe VRD au niveau du Parlement de la CEDEAO jusqu'en mai 2015. À partir de cette date, le groupe VRD sera représenté par un seul député. La non-désignation d'un député du groupe VRD au cours de la séance plénière du 10 mars 2014 au titre du CIP UMOA jusqu'en mai 2015. La démission en mai 2015 du député du groupe Sadifa du CIP UMOA désigné le 10 mars 2014 au profit d'un député du groupe VRD. Le groupe VRD souscrit aux propositions ci-dessus qui constituent une alternative heureuse de sortie de la crise née au cours des opérations de désignation des députés de la 5e législature au titre des nominations personnelles. Le président de l'Assemblée nationale salue cet esprit qu'il qualifie de patriotique. Je suis heureux de vous dire que nous sommes parvenus à un consensus. Aussi voudrais-je féliciter l'ensemble des honorables députés à travers les groupes parlementaires pour leur sens du compromis. C'est dire que le dialogue et la concertation finissent toujours par payer, surtout lorsque l'on met l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier. Les violons ainsi accordés, les choses sont allées très vite. À travers le vote à bulletin secret, les députés ont approuvé la liste proposée. Les 9 députés titulaires et leurs suppléants devant siéger à la Haute Cour de justice sont issus des groupes parlementaires RPM, APR, ADEMA-PAJ, FARSADI et VRD, c'est-à-dire l'opposition. Les 5 députés qui vont représenter le Mali au Parlement panafricain sont 2 du groupe parlementaire RPM, le groupe parlementaire APM, ADEMA-PAJ et VRD donnent chacun un représentant. Au Parlement de la CEDEAO, 3 députés du groupe parlementaire RPM défendront les couleurs du Mali. Au comité interparlementaire de l'UEMOA, on retrouvera 3 députés du groupe parlementaire RPM, 1 de l'APM, autant pour le groupe parlementaire FARSADI. En somme, une journée bien remplie avec à la clé le triomphe du jeu démocratique. L'examen du projet de loi portant création de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation a été renvoyé à la prochaine plénière pour complément d'information. Le dernier acte de la journée était relatif à la création des réseaux parlementaires. L'Assemblée nationale a donné mandat au bureau des différents groupes pour entreprendre les démarches nécessaires afin de réaliser les objectifs fixés. Dans l'actualité également, la rencontre aujourd'hui entre le ministre en charge de la Défense et de la Sécurité et le chef de la MINUSMA, renforcement des capacités des forces de sécurité, démobilisation, désarmement et réinsertion des groupes armés du Nord était au menu des échanges. À l'issue de la rencontre, Soumeli Boubé Maïga nous donne plus de détails au micro de Agali Ag Aguissa. Nous avons convenu des modes de concertation entre nos forces, les forces de la MINUSMA, Servan. Et puis nous avons aussi travaillé sur l'étape suivante par rapport au mécanisme à mettre en place pour le DDR à la suite de la réunion
d'il y a 2 semaines sur le cantonnement, sur les DDR. Et là, nous allons dès cette semaine réunir les délégués de part et d'autre pour pouvoir avancer sur la reconnaissance des sites, sur définir le contenu du DDR, de manière à ce que sur ce chapitre-là, nous puissions avancer et probablement être la locomotive pour le processus politique. Nous nous réunirons chaque mois au niveau où nous sommes, et puis au niveau régional, nous avons instruit que nos forces se réunissent régulièrement autour des gouverneurs, et puis les aspects militaires, là les états-majors sont en contact. Et puis je pense qu'au niveau de l'aménagement, le représentant spécial a aussi un canevas et un agenda de travail pour que toutes les parties concernées puissent très rapidement se mettre ensemble à partir même de cette semaine pour pouvoir avancer sur le DDR, le cantonnement et le reste. Nous allons faire preuve de volontarisme pour pouvoir avancer et c'est le résultat que nous allons atteindre dans ce travail de concertation. C'est ça qui va décider les indécis. Et puis peut-être même vaincre les résistances pour que nous puissions avancer. Restant dans le même registre, le ministre de la Défense et des anciens combattants vient d'effectuer une visite de travail en Algérie. Soumeilou Boubé Maïga a eu des entretiens avec le ministre algérien des Affaires étrangères et celui chargé des Affaires africaines. À l'issue de la visite, les deux parties ont procédé au renouvellement de leurs accords de coopération militaire. Les propos du ministre de la Défense et des anciens combattants sont recueillis par nos confrères de la télévision algérienne. Sur les questions qui nous concernent habituellement. Vous savez que le Mali et l'Algérie, comme je dis toujours, la géographie a fait de nous des voisins, mais l'histoire a fait de nous plus que des voisins, des frères, des partenaires, parce que nous avons une destinée commune et nous avons une volonté commune aussi de construire nos pays sur la base de nos intérêts nationaux. Et je crois que c'est ça en gros la trame des entretiens que nous avons eus. Et principalement, nous avons insisté sur la nécessité de traiter l'ensemble des questions qui concernent surtout les régions nord, de les traiter sur la base du comité, de l'approche de notre comité stratégique commun, et d'aller vers des solutions qui garantissent la stabilité, c'est ce qui est fondamental, qui garantissent aussi le progrès économique et social pour les populations, parce que finalement c'est le facteur essentiel pour la stabilité dans ces zones, pour soustraire les populations à l'influence des groupes qui font tout pour profiter de l'état de précarité souvent qu'il y a dans ces régions, et qui essaie d'instrumentaliser de différentes questions qui sont souvent posées au sein des populations et de les détourner à d'autres fins. Dans l'aspect sécuritaire, nous allons relancer notre coopération en matière sécuritaire dans les zones transfrontalières qui avaient été suspendues par la force des choses, parce que le Mali, à un moment donné, vous savez bien, on avait perdu le contrôle de ces régions. Donc nous allons renforcer notre coopération dans le domaine de la formation, dans le domaine des actions conjointes que nous pourrons mener ensemble pour mieux contrôler les différents trafics dans ces zones. Et sur le plan diplomatique, c'est d'aller vers une plus grande synergie des démarches que nous serons amenés à faire. Vous savez, l'Algérie a été sollicitée par le Mali pour engager des pourparlers exploratoires par rapport à la sortie des crises sur la crise du Nord Mali. Et c'est une crise complexe. Et c'est un processus de sortie de crise qui va forcément qui va se faire par étapes. Le plus important, c'est de consolider chaque fois les acquis que nous aurons engrangés et d'avancer. Je crois que c'est ça le plus important. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a une volonté commune d'aller ensemble, de travailler ensemble, parce qu'après tout, c'est une crise qui concerne des régions qui sont frontalières chez nous et des communautés aussi qui sont frontalières, parce que comme je le dis souvent, le Hogar et l'Adrar c'est la même chose, c'est la même continuité, et donc nous sommes conscients du fait que toute solution
que nous devrons apporter doit tenir compte des impératifs de stabilité et du Mali et de l'ensemble de nos voisins. Et on nous signale que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Zahabi Ould Sidi Mohamed, est arrivé aujourd'hui à Khartoum, dans la capitale soudanaise. Il prendra part aux travaux de la 20e session ordinaire du Conseil exécutif de la CENSAD, prévue du 11 au 13 mars 2014. On parle à présent de la tenue de la 16e session ordinaire du Conseil d'administration du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. L'ordre du jour portait sur le rapport d'activité financier de l'exercice 2013 ainsi que l'examen et l'adoption du budget 2014 de l'établissement qui s'élève à plus de 900 millions de francs CFA. Modibo Souare. Au cours de cette 16e session ordinaire du Conseil d'administration du Palais de la Culture, les administrateurs se sont penchés d'abord sur le compte rendu de la session précédente avant de siéger sur le programme d'activité ainsi que le budget de cette année. La structure, à l'instar de plusieurs autres services, a connu une période difficile suite à la crise socio-politique et sécuritaire que le pays a traversée. Et malgré ce passage à vide, le Palais de la Culture a pu réaliser des résultats importants pendant l'exercice écoulé. Comme vous le savez, le Palais de la Culture est surtout orienté à travers ces 4 formations vers la création. Donc nous avons mis un accent particulier sur ces différents éléments, donc avec la production d'un certain nombre d'œuvres artistiques. Cette année, la structure se donne comme objectif spécifique la réalisation d'une série d'activités pour mener à bien sa mission. Cela va de la création d'œuvres artistiques des formations nationales à la réhabilitation de certains espaces. Aussi, un accent sera mis sur l'amélioration du cadre de vie, le renforcement des systèmes sécuritaires et du patrimoine et bien d'autres innovations. Un nouveau challenge donc pour cette structure publique qui a reçu les félicitations du ministre de la Culture Bruno Maïga pour le travail accompli dans un environnement extrêmement difficile avant de communiquer le budget 2014. Le budget prévisionnel 2014 du Palais de la Culture est arrêté en recettes et dépenses à la somme de 906 923 000 francs CFA, contre une dotation initiale de 544 734 000 francs CFA en 2013, soit un taux de progression de 39,93%. Un budget qui servira sans nul doute à la réalisation des défis auxquels l'établissement ambitionne pour l'exercice en cours. Outre les salles annexes et autres lieux de loisirs, le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ est une structure dotée d'une salle principale de 3000 places qui accueille des spectacles artistiques, des conférences culturelles et politiques, des séminaires et stages de formation dans le domaine de l'art, la musique, le théâtre. 10e session du Conseil d'administration du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. Les administrateurs vont passer en revue, par exemple, les difficultés de 2013 qui ont pour nom le non-paiement des arriérés des contractuels et la fermeture des centres régionaux de Tombouctou et de Gao. Les détails avec Ramata Konati. Près de 600 millions de francs CFA, c'est le projet de budget 2014 du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali, CNAOM. Il est en augmentation de 2,7% environ par rapport à l'année 2013. Cette